Nous sommes le 30 novembre 2022, la toile est en folie à l'annonce de ChatGPT par OpenAI. Quelques jours plus tard, 5 pour être précise, ChatGPT atteint le 1 million d'utilisateurs. Oui, 1 million et devient ainsi la plateforme ayant atteint le million d'utilisateurs le plus rapidement possible devant Instagram qu'il avait fait en 2,5 mois. Comment en sommes-nous arrivés là? Entre fascination et frayeur, découvrons ensemble l'histoire de l'intelligence artificielle. Depuis un moment, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais savez-vous que ce thème ne date pas d'aujourd'hui? Remontons un peu dans le temps pour découvrir ensemble l'histoire de l'intelligence artificielle. Au milieu du XXe siècle, avec l'invention de l'ordinateur numérique, les scientifiques ont commencé à se demander si les ordinateurs pouvaient aller au-delà de l'exécution de calculs et d'instructions déterministes. C'est de là qu'est partie les recherches sur l'intelligence artificielle. Tout part d'Alan Turing, un scientifique britannique qui est considéré comme le père de l'informatique. Il a été l'auteur de plusieurs travaux qui fondent scientifiquement l'informatique. Nous sommes en 1950. Alan Turing se demandait si une machine pouvait penser comme l'homme, si elle pouvait faire preuve d'intelligence humaine dans son comportement et imiter la capacité de penser de l'homme. Dans son ouvrage Computing, Machinery and Intelligence, Alan Turing se pose la question: une machine pense-t-elle? Ces réflexions lui ont permis d'introduire un texte qui permet d'évaluer si une machine est intelligente. C'est ce qu'il a appelé le jeu de l'imitation. Aujourd'hui, ce test est connu comme étant le test de Turing, donc qui a le nom du créateur. La question qu'on peut se poser, c'est en quoi consiste ce test? Je vous fais une version courte. Une machine réussit le test de Turing si elle est capable d'avoir une conversation avec un humain sans que celui-ci ne puisse débusquer son identité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une machine et non d'un humain. C'est donc de là que plusieurs chercheurs ont commencé à réfléchir sur le sujet, mais le thème intelligence artificielle n'avait pas été introduit encore à ce moment-là. Ce n'est qu'en 1956 que le thème intelligence artificielle a été utilisé pour la première fois par John McCarthy lors du projet de recherche d'été de Dartmouth, connu sous le nom d'atelier de Dartmouth sur l'intelligence artificielle. Il s'agissait d'un rassemblement de certains des plus éminents scientifiques, mathématiciens et psychologues de l'époque, tels que Claude Shannon, Marvin Minsky. Pendant 2 mois, ils ont combiné leur expertise en discutant sur le thème des machines pensantes et en créant un nouveau domaine d'étude que McCarthy a appelé intelligence artificielle. Je pense que ce jour-là, ils se sont dit, on a un nom, mais par quoi on commence? Réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut que la machine imite l'homme. Donc, pourquoi pas étudier l'homme d'abord, voir comment l'homme fonctionne? Bingo! Très bonne idée. Ils ont donc commencé leur recherche par décrire de manière précise les mécanismes d'apprentissage et d'intelligence chez l'humain pour pouvoir le reproduire avec une machine. Dès son lancement en 1956, les projets en intelligence artificielle gagnent en financement et fleurissent. Beaucoup de programmes sont couronnés de succès, ce qui fixe la barre des attentes très hautes. Quand même, ils viennent de penser à une idée incroyable pour aider à la prise de décision. En 1957, Frank Rosenblatt crée le perceptron, le premier algorithme d'apprentissage composé de réseaux de neurones simplifiés. Lui aussi, tout comme les autres, met plein d'espoir dans le perceptron et prédit qu'il sera capable de prendre des décisions, apprendre et même faire des traductions, traduire d'une langue à une autre. En 1965, Joseph Weizenbaum développe le programme ELIZA, un chatbot qui remplace le psychothérapeute pendant les entretiens thérapeutiques. Ce programme a réussi le test de Turing pendant quelques minutes avant que son interlocuteur ne se rende compte qu'il s'agissait d'une machine et non d'un humain. Donc, on voit que tout allait bien et que l'engouement autour de l'intelligence artificielle demeurait et grandissait même davantage. Mais je pense que c'est un peu trop beau pour être vrai. Découvrons la suite de l'histoire. Tout à l'heure, je vous avais parlé des attentes dans l'intelligence artificielle qui étaient énormes. C'était même des attentes irréalistes au point où, en 1970,
Plusieurs pionniers de l'intelligence artificielle avaient prédit que dans 10 ans, c'est-à-dire en 1980, les machines égaleraient l'intelligence générale d'un humain réalisant des tâches quotidiennes. L'écart entre ces prédictions ambitieuses et les réalisations décevantes des années 1970 et 1980 a entraîné une certaine déception et une perte d'intérêt. Cette période est appelée l'hiver de l'intelligence artificielle. Les ambitions que les chercheurs avaient venaient du fait que plusieurs programmes mis à disposition avant 1970 permettaient de résoudre des problèmes élémentaires. Alors ils se sont dit, vas-y, on tient quelque chose, ça va aller très vite, il suffit qu'on ait la ressource en termes de machines de calcul et de mémoire. De plus, il faut savoir que l'intelligence humaine était réduite à cette époque qu'à de l'analytique. Les émotions, les sentiments n'étaient pas considérés comme faisant partie de l'intelligence humaine. L'hiver de l'intelligence artificielle, c'est une période qui a vu les investisseurs se retirer des projets liés à l'IA. Il fallait donc redéfinir les attentes et se rapprocher de ce qui est réalisable selon les infrastructures de l'époque. Au début des années 1980, les recherches reprennent brièvement, et ce, grâce à la création des systèmes experts. Ce sont des IA conçus pour imiter l'expertise humaine dans des domaines spécifiques en utilisant des règles et des connaissances plutôt que l'apprentissage par expérience. Ils ont connu un grand succès dans les domaines comme le diagnostic médical, la finance, pour détecter des fraudes à la carte bancaire et bien d'autres applications. Ces programmes ont relancé l'intérêt pour l'intelligence artificielle et ont attiré de nouveaux investissements. Malheureusement, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, un nouvel hiver s'abat sur l'intelligence artificielle. Plusieurs coupes budgétaires dues à la création des ordinateurs personnels ont orienté les investisseurs à se tourner vers l'informatique classique. Nous sommes maintenant dans les années 1990 et les recherches en intelligence artificielle reprennent de plus belle grâce au progrès de l'informatique classique et au big data. Dans les années 1990, IBM conçoit un superordinateur spécialisé dans le jeu d'échecs qu'ils appellent Deep Blue. Un premier affrontement est organisé en 1996 avec le champion du monde d'échecs de l'époque, Garry Kasparov. À la fin de la partie, Kasparov bat l'intelligence artificielle. En 1997, ils reprennent encore une nouvelle partie et c'est au tour de l'IA de démontrer sa puissance en battant le champion d'échecs. Il faut savoir que cette victoire montre l'avancée de l'intelligence artificielle et particulièrement de l'IA symbolique. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'IA symbolique, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, c'est quoi l'IA? Dans la même période, on assiste à l'essor de l'intelligence artificielle grâce à des chercheurs comme Yoshua Bengio et Yann LeCun, le pionnier des réseaux de neurones convolutifs. Un réseau de neurones convolutifs est un type de réseau neuronal qui apprend les caractéristiques par lui-même via l'optimisation d'un filtre. Yann LeCun est connu pour ses travaux sur la reconnaissance optique de caractères et la vision par ordinateur. Dans les années 2000, le développement du web et des télécommunications a révolutionné le stockage et la circulation des données à grande échelle, fournissant aux algorithmes d'apprentissage automatique la ressource clé pour évoluer, le big data. Au début des années 2010, on assiste à l'émergence du deep learning ou encore en français apprentissage profond. C'est vrai que le terme deep learning existait depuis longtemps, mais c'est à partir de 2010 que le deep learning a connu une révolution. Cette révolution a été portée par des chercheurs tels que Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio. Leurs travaux sur le domaine a été possible grâce au big data, à la puissance de calcul des machines qui augmentait, mais également au progrès des algorithmes de machine learning. En 2012, avec la création d'AlexNet par Geoffrey Hinton et ses étudiants, un nouveau souffle voit le jour pour la reconnaissance automatique des images. Il faut savoir que AlexNet est une architecture basée sur les réseaux de neurones convolutifs dont je vous avais parlé plus tôt. C'est à cette même période que les GPU, conçus à l'origine pour le rendu des graphismes des jeux vidéo, a commencé à être utilisés pour accélérer les calculs nécessaires aux algorithmes avancés d'apprentissage automatique. On assiste donc à plusieurs avancées
dans le domaine du traitement automatique de la langue, de la vision par ordinateur et bien d'autres domaines aussi de l'apprentissage par renforcement. Le deep learning a vraiment changé la donne. Les travaux progressent à très grande vitesse, mais les questions sociétales et éthiques demeurent omniprésentes. En 2015, plusieurs chercheurs et experts dans le domaine de l'intelligence artificielle ont signé une lettre ouverte pour s'interroger sur la légitimité, mais également sur les conséquences sociétales de l'intelligence artificielle. Parmi ces chercheurs, il y avait le physicien Stephen Hawking, le chercheur Yann LeCun, le milliardaire Elon Musk et bien d'autres chercheurs, notamment des chercheurs du MIT, etc. Ils étaient au total plus de 8000 à signer cette lettre. Cette lettre appelait à, dans un premier temps, étudier les impacts que l'IA peut avoir sur la société en mettant en lumière les bienfaits et les conséquences de celle-ci. 2. Faire face aux défis de la vérification, la validité, le contrôle et la sécurité afin d'avoir des systèmes d'IA robustes. Malgré les craintes autour de l'intelligence artificielle, les travaux continuaient, l'évolution continuait, l'IA grandissait davantage dans la société, dans les applications et bien d'autres. Je vous avais parlé de Deep Blue qui a été conçu par IBM et qui a battu le champion d'échecs en 1997. Il faut se dire que même pas 20 ans après, c'est le jeu de Go qui est plus complexe que le jeu d'échecs qui a connu une révolution. En 2016, AlphaGo, développé par DeepMind, a marqué l'histoire en battant le champion du monde de Go, Lee Sedol. Incroyable, non? Ce jeu a été maîtrisé par le programme en seulement quelques mois après avoir appris les règles à partir de zéro. Un an plus tard, en 2017, AlphaGo Zero, une version améliorée de AlphaGo, voit le jour. Il a été développé sans données humaines, utilisant uniquement les règles du jeu. En jouant contre lui-même, il a surpassé la version ayant battu Lee Sedol en 3 jours. Cela montre les progrès de l'apprentissage par renforcement. En 2017, c'est le traitement automatique de la langue qui subit un nouveau changement avec l'arrivée des transformers. Une architecture qui permet de prendre en compte le contexte des mots dans lesquels ils sont employés. Et cette architecture-là apporte vraiment quelque chose de nouveau au NLP. À partir de cette période, les choses commencent à aller très vite, très vite. En 2021, DALL-E, un programme qui permet de générer des images à partir de descriptions textuelles, est annoncé par OpenAI. En 2022, c'est au tour de Midjourney de créer également son modèle de génération d'images à partir de données textuelles. En novembre 2022, OpenAI annonce son agent conversationnel ChatGPT basé sur son grand modèle de langue GPT-3. C'est une grande révolution dans le domaine. Cette révolution n'est pas due au fait qu'ils aient créé un modèle génératif, parce que ça existait bien avant 2022, mais c'est surtout parce qu'ils ont mis à disposition du grand public ce modèle, cet agent conversationnel. Depuis lors, plusieurs modèles de langue émergent. Llama de Meta, Gemini de Google, et la guerre des IA génératifs commence. On assiste à l'apparition aussi, à l'émergence de modèles multimodaux, c'est-à-dire des modèles qui génèrent aussi bien du texte que des images. Ces modèles génératifs mis à la disposition du grand public posent plusieurs questionnements du point de vue éthique, sociétal et environnemental aussi. D'ailleurs, en 2023, une tribune qui demande la pause de l'intelligence artificielle a été signée par plus de 1000 experts, dont Elon Musk. Mais bien entendu, cette pause n'a jamais été respectée. Les attentes au niveau industriel des modèles de langue sont énormes. Plusieurs entreprises se sont lancées dans l'ambition de créer des chatbots à partir de ces modèles de langue ou même de créer leurs propres chatbots. Les investissements dans l'intelligence artificielle ont beaucoup augmenté au cours des dernières années. Mais est-ce que finalement ce grand boom de l'intelligence artificielle des années 2020 ne va pas conduire à un autre hiver de l'intelligence artificielle si les attentes ne sont pas satisfaites? Est-ce que les travaux en IA répondront aux attentes? Est-ce que plusieurs emplois seront supprimés par l'intelligence artificielle? Comment l'IA va impacter les secteurs d'activité, notamment l'enseignement et la formation? En gros, quel sera le futur de l'intelligence artificielle? Malgré tous les rebondissements qu'il y a eu, l'IA continue de progresser. C'est un domaine qui avance très rapidement et qui peut aider beaucoup d'autres domaines. Il est important de retenir les leçons de cette histoire afin d'éviter d'autres hivers. Pour cela, il est nécessaire de maîtriser l'enthousiasme excessif et les attentes irréalistes.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et on se dit à bientôt sur Fotizo on AI.